L'écosocialisme, et alors il est important d'y revenir, en un seul mot, c'est d'abord un concept qui ne se résume ni à une approche uniquement écologique, et encore moins environnementaliste, comme l'a dit la camarade tout à l'heure, de la politique, de l'économie ou de la société. L'écosocialisme, c'est pas un petit peu de rouge, c'est pas quelque chose qu'on récupère des années précédentes, un peu de vert dans un lit de rouge, je disais, ou une goutte de rouge dans un grand verre de verre. C'est tout autre chose. L'écosocialisme, c'est d'abord un concept qui a émergé dans les années 70 et qui a vraiment pris son envol il y a à peu près une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a un certain nombre de textes internationaux sur lesquels on peut s'appuyer et sur lesquels tout un tas de camarades dans des dizaines de pays ont réfléchi. À la fois sur le manifeste écosocialiste international de 2001, sur la déclaration écosocialiste de Belém en 2009. Et donc c'est bien à travers la structuration de ces réseaux que la réflexion a permis justement d'émerger sur des réponses politiques, économiques, sociales qui ont intégré une dimension écologique intrinsèque et qui ne se rajoute pas à la marge une fois qu'on y a réfléchi. L'écosocialisme, pour nous en tout cas, ça n'est ni le recyclage des dictatures oligarchiques et productivistes des ex-pays du bloc soviétique, ni non plus un recyclage des perspectives écologiques des années 70, aussi pertinentes, et je précise, aussi pertinentes qu'elles puissent être. Par contre, il remet en cause le modèle capitaliste productiviste, consumériste, destructeur des ressources, comme des biens, des produits, et surtout des savoir-faire humains. On pourrait définir l'écosocialisme sans être exhaustif ni définitif, parce que je pense que c'est un concept qui doit être défini en dynamique et qui doit être revisité en permanence, par l'émancipation des femmes, des opprimés, par une approche démocratique avec un réel développement de la démocratie de proximité qui est loin d'être aujourd'hui suffisante, par l'autogestion, par la socialisation des moyens collectifs de production, par une réflexion sur la valeur d'usage au détriment de la valeur d'échange, par un parcours continu des salariés, ça a vaguement été abordé il y a quelques instants en termes de formation, le parcours continu des salariés, souvent on retient uniquement l'interdiction des licenciements, c'est déjà très bien, mais ça doit aller au-dessus de ça, bien au-delà de ça. C'est aussi le fait de pouvoir, à un moment donné, dans sa vie, reprendre une formation, changer de travail, avoir un temps peut-être pour sa famille. Il y a une réelle réflexion sur la globalité du temps qu'on peut vivre tout au long de sa vie. La planification. Planification qui est en lien avec, bien sûr, l'écosocialisme et antiproductiviste. Et bien sûr, des productions agricoles et industrielles qui seraient produites en fonction des besoins des populations. On revient à ce qui a été dit aussi un petit peu avant. On produit parce qu'on en a besoin et pas forcément parce que ça rapporte de l'argent. On pourrait aussi parler et avoir en tête la relocalisation des productions, le développement de l'agriculture paysanne et biologique avec une réorientation des subventions de la PAC, essentiellement dans ce domaine-là, mais bien sûr aussi la réorganisation de l'urbanisme, la réorientation des consommations énergétiques. Donc, il s'agit d'une modification profonde et radicale des structures sociales, deux intervenants avant moi l'ont dit, des rapports sociaux, politiques, à l'économique, et à travers ce nouveau paradigme, nous visons à dépasser les modèles inégalitaires qui visent qu'une infime partie aujourd'hui exploite et les 99% restants. Donc je commencerai par tordre aussi le cou aux a priori pour parler de transport à ceux qui souvent, par mauvaise foi, annoncent que stopper la croissance à tout prix, c'est régresser, revenir à la bougie, voire bien pire encore. Alors dépasser les modèles productivistes et individualistes, les modèles accidentogènes, pollueurs, consommateurs de ressources limitées, destructeurs d'écosystèmes, mais aussi facteurs de stress, de maladies, surenchère permanente liée à l'obsolescence programmée de nos productions, et notamment des véhicules, enfin la publicité, miroir aux alouettes, pour des salariés qui doivent s'endetter chaque jour un peu plus. Donc, pour rappeler que les transports individuels, la voiture que nous avons, c'est aujourd'hui dans le monde environ 1,3 million de morts par an, 40 millions de blessés. C'est aussi 2 millions de morts liés directement à la pollution. Et enfin, c'est aussi, par exemple,
pour prendre un nom très précis, à Marseille, si on respectait l'objectif qui a été donné par l'OMS, ça permettrait d'allonger la durée de vie des Marseillais de 8 mois. Petite idée. Sur la pollution de l'air, l'essentiel effectivement est produit par la voiture particulière pour près des 2/3 et par les transports de marchandises pour 1/3. Et c'est donc la pollution des transports individuels qui a le plus augmenté au cours des 20 dernières années, d'environ 30%. Et c'est en vue que cette situation est particulièrement criante, avec justement des encombrements urbains qui contribuent pour 75% aux pollutions photochimiques et 40% aux retombées acides, ce qui est l'essentiel à la pollution dans les villes. Donc une nouvelle réforme ferroviaire débute, non pas qu'elle soit nouvelle, disons c'est la poursuite d'une qui a déjà été entamée il y a longtemps, mais on en remet encore une couche, notamment sur les transports internationaux aujourd'hui de passagers. Elle va concerner environ 150 000 salariés en France, 25 entreprises et surtout, c'est l'intéressant, 4 millions d'usagers quotidiens qui, pour plus de 90%, utilisent ces transports ferroviaires pour leur usage travail, formation, études et pour aller faire des courses. Donc, face à ces enjeux, le nombre de kilomètres quand même de voies ferrées en France a diminué ces dernières années, alors que celui des voies LGV, lui, continue d'augmenter. Pourtant, ce n'est pas celui qui nous permet de nous déplacer au quotidien. Donc ces dernières années, depuis en gros une quinzaine d'années, dans le 06, ont lieu des enquêtes de ménage-déplacement et qui ont constitué aussi une base de travail pour les élus dans le département pour définir les priorités en matière de transport. Il se trouve que malgré, sur les dernières années, malgré une légère diminution du nombre de kilomètres parcourus, on voit qu'il y a beaucoup plus de piétons, beaucoup plus d'utilisateurs de trains et de bus. C'est très bien, on va vers cette approche écologique. Hélas, on se rend compte en fait que la voiture est toujours tout autant quasiment utilisée, avec une augmentation donc, du nombre de kilomètres parcourus, alors qu'on avait une réduction de la mobilité. Et cette enquête qui pointe timidement que le maillage est encore insuffisant, très insuffisant, n'a pas dit un mot, alors qu'elle est quand même relativement précise, sur deux phénomènes quand même qui sont à prendre en compte sur cette période-là. C'est d'une part l'augmentation du chômage, avec 10% de chômeurs en plus, et surtout l'augmentation du coût du carburant, qui a augmenté sur cette même période de 10 ans d'environ 100%. Alors sur les mesures transitoires que nous proposons, des transports collectifs moins polluants, moins encombrants, moins bruyants, utilisant des énergies alternatives et avec un développement de ces transports dans un esprit multimodal. Priorité doit être donnée pour nous au trajet contraint, c'est-à-dire travail notamment, études, et l'investissement concernant les TER et la réouverture de lignes TER plutôt que de lignes LGV. À des politiques tarifaires aussi beaucoup plus avantageuses, incitatives, et quelquefois qui sont déjà développées, y compris dans la région. Il y a relativement peu de villes, mais il y a au moins 3 villes qui ont des systèmes de transport en commun gratuits, Aubagne, Manosque, Gap, dans la région. Ça fait relativement peu, mais notamment pour Aubagne, qui est une ville un peu plus grande, avec une gratuité totale. On peut citer aussi d'autres villes, Aubagne, je crois près de 80 000 habitants. On peut citer aussi Châteauroux, environ 100 000 habitants, qui a depuis maintenant plus de 20 ans un système complètement gratuit. À cela, donc les liaisons multimodales doivent compléter le réseau de transport qui existe aujourd'hui et qui est insuffisant. Vélo, temps partage, pistes cyclables, etc. Et on dira stop. Stop à quoi? Alors, nous refusons de vous dire ce qu'on vous a déjà entendu depuis ce que vous avez déjà entendu depuis un certain nombre d'années. Non, en 2014 ou en 2017, si nous sommes élus, non, nous ne ferons pas mieux que les autres parce que nous avons des solutions à tout. Non, nous ne ferons pas forcément mieux que les autres parce que nous savons. Et pourquoi cette démarche? C'est un petit peu ce que disait la camarade qui a parlé tout à l'heure de participation. Oui, nous avons, nous aussi, réfléchi à ce sujet-là. Sauf qu'il nous semble central de pouvoir réellement aussi se baser sur ce que les gens vivent, ce que les gens pensent, pour pouvoir construire.
Oui, la population va peut-être se tromper. Oui, ça va nous coûter cher. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans les nombreux projets passés et à venir, dans les nombreux scandales qui ont succédé, les hommes politiques ne sont pas de nombreuses fois trompés? Donc tout le monde peut se tromper, y compris les citoyens. Donc se poser la question du pouvoir, c'est peut-être aussi un moyen d'en repenser sa répartition. Enfin, sortir du système actuel, ça nécessite aussi de permettre l'expérimentation et l'adaptation. Permettre dans les choix la prise en compte des spécificités territoriales est une évidence aujourd'hui, mais il faut quand même le retenir. Favoriser les réseaux informels d'organisation de transport collectif qui permettent aussi des innovations citoyennes. Eh bien, écoutez ce qui se passe dans la société. On parlait tout à l'heure de l'associatif. C'est aussi, je pense, un moyen, en termes d'innovation, d'écouter et d'expérimenter à moindre coût et d'en retenir éventuellement les bonnes idées pour demain. Permettre que les choix, en fait, ensuite, lorsqu'ils sont assumés par la majorité de la population, une réelle prise en charge des choix localement, ne soient pas forcément les plus économes. C'est-à-dire que la répartition entre le contribuable et les usagers n'est jamais tout à fait idéale, ça on le sait. Mais finalement, on en revient souvent dans les débats à se dire, mais finalement, qui va payer? C'est un coût qui paye. Sauf que l'intérêt, c'est d'arriver à un système qui permet de répondre d'abord à nos besoins, et la répartition ensuite entre le contribuable et l'usager n'est quelque chose qui finalement n'est que secondaire et qui ne satisfera jamais de toute façon tout le monde.